bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Nous irons à Prague à l'occasion de la visite d'État du souverain. L'Assemblée générale de l'AMAD mondiale s'est tenue en présence de sa présidente, la princesse de Hanovre. Du rugby et le South Africa Monaco Rugby Exchange à Toulon, un projet initié par la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Des élèves du lycée franco-finlandais d'Helsinki sont actuellement en principauté dans le cadre d'un échange avec l'école Saint-Charles. Nous reviendrons sur un concert à la Turbie organisé dans le cadre du Printemps des Arts, mais également sur la pièce de théâtre Le Cercle des Illusionnistes d'Alexis Michalik, interprété au Théâtre Princesse Grace. Et enfin, l'invité du week-end, le directeur adjoint du Monte Carlo Rolex Master, Philippe Rialan. Nous vous en parlions dans une précédente édition. Le prince Albert II s'est rendu à Prague, en République tchèque, pour une visite d'État de 3 jours. Le souverain a rencontré de nombreuses personnalités, dont le président Miloš Zeman. Alexandra Pani et Serge Prémont sont sur place. Prague, située en plein cœur de l'Europe centrale, est souvent décrite comme la ville aux 1000 clochers et aux 1000 tours. Depuis 1992, le centre-ville historique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais outre ses attraits architecturaux et touristiques, la capitale de la République tchèque est la 5e région urbaine la plus riche de l'Union européenne en termes de PIB par habitant. L'économie tchèque, dans sa globalité, a connu une forte croissance. Aujourd'hui, les 2/3 de son commerce extérieur sont réalisés avec les pays de l'Union européenne. Le prince souverain a donc souhaité répondre positivement à l'invitation du président Miloš Zeman afin d'élargir leurs relations et d'envisager de nouvelles opportunités entre les deux pays. Il y a eu un premier lien, vous savez, avec la Chambre de développement économique et quelques actions culturelles et aussi notamment la venue, il y a maintenant 3 ans, du cardinal Duca pour la réouverture et le réaménagement de la chapelle de la Miséricorde qui a été restaurée par des artisans tchèques. Donc, mais il y a eu d'autres actions aussi. Et donc, je crois qu'il était important de faire cette visite et de renouer ces liens et de voir des perspectives d'avenir qui seraient intéressantes. Le souverain était accompagné d'une délégation monégasque. Ce jeudi, ils se sont rendus au château de Prague. Le prince Albert II a été accueilli par le président tchèque dans la première cour où les honneurs militaires ont été rendus. Les deux chefs d'État se sont ensuite entretenus sur des questions liées à la coopération économique et culturelle entre les deux pays et sur les relations respectives avec l'Union européenne. Pendant nos entretiens, nous avons discuté d'un grand nombre de coopérations entre nos deux pays et je suis très heureux que Son Altesse soit également accompagné d'une grande délégation d'hommes d'affaires. Et je suis convaincu qu'à cette occasion, il sera possible d'élargir nos domaines de coopération entre nos deux pays, y compris des opportunités d'investissement, notamment de Monaco en République tchèque. Cette journée s'est finalement terminée par un dîner d'État donné par le président tchèque au château de Prague. Une délégation de la Chambre de développement économique de Monaco était également présente. La grande réunion de famille de l'AMAD mondiale, l'association mondiale des amis de l'enfance, tenait son assemblée générale annuelle ce vendredi au Novotel en présence de sa présidente, la princesse de Hanovre. Un reportage de Patricia Navarro. Chaque année, au début du printemps, l'AMAD mondiale tient son assemblée générale. Pour cette association, créée il y a plus de 50 ans maintenant par la princesse Grace, il s'agit de réunir toutes les antennes qui, à travers le monde, œuvrent en faveur de la cause de l'enfance. Burundi, Belgique, Italie, une dizaine de pays se retrouvent côte à côte pour présenter les projets développés sur leurs territoires respectifs. Un partage d'expériences capital, alors que les problématiques sont pourtant très différentes selon les continents d'intervention de l'AMAD mondiale. En Grande-Bretagne, par exemple, à des milliers de kilomètres du Burundi, ce sont des enfants qui rencontrent des difficultés dans leur quotidien qui sont pris en charge. Je suis thérapeute et j'ai travaillé avec les étudiantes en université et aussi en agence avec les jeunes personnes moins privilégiées. Et j'ai constaté que beaucoup de leur malheur et tristesse étaient fondés dans leur jeunesse.
dans l'enfance, en effet. Alors, j'ai commencé Place to Be en 1994, et pour travailler dans les écoles. Et les écoles parce que les enfants vont tous les jours. Et c'est les enfants qui sont malheureux, qui ont plein de problèmes chez eux, avec leurs amis, avec la vie. Et on a constaté qu'on pourrait faire quelque chose de très important, mais plus tôt et pas trop tard. De nombreux partenaires de l'AMAD mondiale sont également invités à participer à cette Assemblée générale annuelle, qu'il s'agisse de la coopération internationale monégasque ou d'autres associations et organisations telles que Fight-Aids Monaco et l'UNICEF. Et chaque année, de grands témoins viennent présenter leurs actions. C'est le cas de l'ambassadeur du Brésil en République démocratique du Congo. Il est venu à Monaco solliciter le renouvellement du partenariat qui l'unit à l'AMAD mondiale et qui permet à des dizaines de jeunes du pays où il est en poste d'apprendre la capoeira, cet art martial très prisé au Brésil. Le projet que nous développons au Congo, en partenariat entre le gouvernement du Brésil et AMAD mondial, en partenariat avec l'UNICEF, a pour objectif disponibiliser la pratique de la capoeira pour des enfants qui ont été démobilisés des groupes armés dans la ville de Goma, au nord Kivu, et qui sont en phase de résocialisation avec leurs familles. Ces enfants, ils ont passé entre 3 mois et 6 ans, parfois 10 ans, même mobilisés dans des groupes armés, dans des conditions très difficiles. Et là, quand ils sont démobilisés, ils passent par un processus de résocialisation qui est assez délicat parce qu'il faut reconstruire leurs identités individuelles, aussi leurs identités culturelles. Il faut faire un travail auprès des familles pour les accepter parce que la résocialisation, elle n'est pas immédiate en quelques cas. Et les valeurs qui sont transmises par la capoeira, nous pensons, aident dans ce procès. Cette Assemblée générale aura également permis de renouveler le soutien apporté au Chili à un programme prenant en charge des enfants souffrant de problèmes du métabolisme et entraînant des retards dans leur développement. Prenons la direction de Toulon à présent avec la South Africa Monaco Rugby Exchange dans le cadre de ce projet initié par la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Des jeunes rugbyman sud-africains venant de quartiers défavorisés ont pu passer plusieurs jours à Toulon avec les U12 monégasques. Frédéric Elion les a accompagnés. Reportage. C'est une des places fortes du rugby en Europe. Toulon, double champion d'Europe en titre, champion de France l'an passé. Le RCT est encore en lice cette saison pour le doubler, une ville qui respire rugby et qui a accueilli pendant quelques jours dans le cadre du South Africa Monaco Rugby Exchange, projet initié par la Fondation Princesse Charlène de Monaco, de jeunes rugbyman sud-africains venant de quartiers défavorisés. Âgés de moins de 12 ans, ils sont arrivés à leur hôtel à Toulon mercredi soir en compagnie de leurs homologues U12 monégasques. Quelques instants passés dans le hall avant une surprise de taille, la venue de Brian Abana, ailier sud-africain du RCT. Le meilleur marqueur d'essai lors de la Coupe du Monde 2007 avec les Springboks est resté une grosse demi-heure avec les enfants. Nous avons tous été jeunes, avoir la chance de rencontrer ces idoles, ça permet de rêver encore plus. Quand je vois leur enthousiasme, leur joie, ça me fait chaud au cœur. Parfois, dans le monde professionnel, on a tendance à oublier pourquoi on a commencé à jouer au rugby, ce qui en fait un si beau sport. Voir ces jeunes Sud-Africains quitter leur pays pour la première fois, découvrir de beaux endroits comme Monaco, Toulon, ou encore rencontrer leurs idoles, c'est vraiment super. C'est bien, mais il est surtout très imposant. Ça fait peur. Il a souri, il était agréable. C'est bien puisque c'est quand même un grand joueur. Donc ça fait plaisir. Moi, je ne le voyais pas comme ça. En plus, il parle bien français, alors qu'il n'est pas français. Et c'était bien de prendre des photos avec lui. Après, ça fait plaisir parce que c'est un ancien meilleur joueur du monde. Donc c'est rare. Jeudi matin, rendez-vous 9h à l'hôtel pour un départ à pied direction le stade Léo Lagrange. Les jeunes sud-africains et monégasques se sont entraînés ensemble et ont enchaîné des exercices spécifiques. Travail sur la largeur du terrain, déblayage, déplacement, 1h30 ballon ovale en main, avant la récompense. Les jeunes rugbyman ont eu le privilège d'assister à une séance d'entraînement, pourtant à huis clos des joueurs du RCT. L'occasion de visiter la salle de musculation du club, de rencontrer les joueurs et de récolter
de précieux autographes. Ce matin, on s'est entraîné avec les joueurs de l'Afrique du Sud. Et après, on est venu ici et on a regardé jouer les joueurs de Toulon. On est allé visiter la salle de muscule. Après, on leur a demandé des autographes et on a pris des photos. J'ai eu Dylan Armitage, Oslo, Mathieu Bastaro et voilà. Après une balade sur le port de Toulon, c'est l'heure de manger. Une visite à la boutique officielle du RCT avant de pénétrer dans l'antre du club, le stade Mayol. Très rapidement, les jeunes ressortent les ballons, puis visitent les vestiaires des joueurs avant un dernier entraînement avec les U12 du RCT. La fin d'une journée riche en émotions. Ce qu'on espère qu'ils vont en retenir, c'est le bonheur d'avoir rencontré des gens qui sont d'un horizon différent. Donc des diverses expériences. Les petits Sud-Africains, on les voit là, ils ont plus l'habitude de jouer pieds nus. Et pourtant, ils ont quand même de beaux vécus au niveau du rugby. Donc on est en train de leur permettre d'échanger beaucoup, de communiquer, même s'il y a un peu la barrière de la langue, elle est en train de s'effacer par la gestuelle et par le jeu. C'est une super expérience pour moi, car c'est la première fois que je viens à Toulon, mais surtout pour les enfants, ils sont vraiment très contents d'être ici. J'aimerais remercier la Fédération monégasque de rugby et la Fondation Princesse Charlène de Monaco. J'apprécie vraiment tout ce qu'ils ont fait pour nous. Ce voyage à Toulon était une sorte de match aller, puisqu'au mois de juillet, les U16 de Monaco se rendront en Afrique du Sud pour assister au match des Springboks face à la Nouvelle-Zélande. Ils disputeront même un match en levée de rideau devant près de 80 000 spectateurs. Après l'Afrique du Sud, la Finlande, des élèves de la section primaire du lycée franco-finlandais d'Helsinki sont actuellement en principauté pour découvrir les spécificités de notre pays. C'est un partenariat avec l'école Saint-Charles. Reportage. Ils s'étaient déjà rencontrés en février dernier. La classe de 7e D de l'école Saint-Charles avait fait le déplacement jusqu'à Helsinki. 2 mois plus tard, ce sont 24 élèves finlandais qui viennent d'arriver en principauté pour le match retour, en quelque sorte. Notre objectif, c'est tout simplement pour les élèves de pouvoir communiquer en français. Donc, dans notre école, en 4e année, donc à 10-11 ans, donc ça fait partie du programme scolaire de faire un échange. Normalement, c'est avec la France, toujours. Bon. Mais là, grande opportunité, c'était de venir à Monaco. Au-delà de l'échange humain qui est indéniable, bien sûr, on apprend au travers des mathématiques, de l'histoire, de la géographie du pays et aussi un gros travail sur le langage, sur les mots spécifiques. Nous, notre projet d'école, donc à l'école Saint-Charles, c'est un travail sur le vocabulaire. Donc le fait de découvrir une autre culture, forcément, ça ouvre de nouveaux horizons. Et premier aperçu de Monaco, les spécialités culinaires. Élèves finlandais et élèves de l'école Saint-Charles se sont rendus à l'hôtel Fairmont. Le chef exécutif Philippe Johannes leur a appris à confectionner eux-mêmes des barbagians et des tomates farcies. Vous prenez la pâte dans la main, d'accord ? Vous avez vu, la pâte, elle est sur un papier sulfurisé. Ça, c'est très important si vous faites une pâte à la maison, de la mettre sur un papier comme ça. Vous commencez déjà par coller le haut, d'accord ? Et ensuite, vous allez descendre comme ça de chaque côté. Pourquoi on fait ça comme ça ? C'est pour pas qu'il reste d'air à l'intérieur. Si vous laissez de l'air à l'intérieur, ça va exploser dans la friteuse. D'accord ? C'est pareil pour les raviolis, hein. Donc on ferme dessus et après on descend tranquillement. Ça marche ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ici aujourd'hui ? Et farci. Et pas sûr. Non. et en fait c'est le tomate et après il y a le sel et du fromage de chèvre. Et oui, c'est le fromage de chèvre. Tu l'as utilisé tout. C'est la 2e année que cet échange est mis en place entre la Finlande et Monaco. Ces élèves vont pouvoir jusqu'à jeudi vivre avec leurs correspondants, visiter et découvrir toutes les spécificités monégasques et pourquoi pas à leur retour au pays, tels des ambassadeurs, rendre incontournable le barbagian en Finlande. Une information pratique en bref.
Une conférence sera organisée à destination des parents d'élèves sur la lutte contre les addictions le lundi 13 avril prochain dans l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco. Une conférence organisée par la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en partenariat avec la direction de la sûreté publique et la direction de l'action sanitaire et sociale. L'excellence italienne, que ce soit dans le prêt-à-porter, dans le design ou encore entre autres dans le domaine alimentaire, le forum Made in Italy vient d'être inauguré au Yacht Club en présence du ministre d'État et de nombreuses personnalités de la principauté. On ouvre une page culture et on commence par le Printemps des Arts avec un concert hors les murs qui s'est déroulé jeudi à la Turbie. Sur scène, un violoncelliste de renom, Xavier Phillips. Voyez ce reportage de José Sacré. Jeudi 9 avril, le festival Printemps des Arts de Monte-Carlo a présenté son 3e concert hors les murs. Après Cap d'Aille, Beaulieu-sur-Mer, c'est la commune de la Turbie, partenaire du Printemps des Arts depuis plusieurs années, qui a accueilli pour un concert Britten, ses suites pour violoncelle numéro 1, 2 et 3, le soliste de réputation internationale Xavier Phillips. Xavier Phillips est un grand nom du violoncelle et c'est pas par hasard, c'est parce que je crois qu'il joue très très bien du violoncelle. C'est quelqu'un de très musicien. Et on a, dans la continuité de tout ce que nous avons fait dans le cadre du festival Bach cette année, les suites de Britten, qui ne sont pas de Bach bien entendu, mais qui sont influencées visiblement par les grandes suites pour violoncelle solo de Bach. Les pièces solo pour violoncelle ont été rares, à part celle de Bach, pour violoncelle solo. C'est qu'au XIXe siècle qu'on a repris une grande tradition de musique soliste pour le violoncelle, qui est un instrument fantastique, puisque c'est un des instruments qui a la plus grande tessiture de la musique, donc qui va dans les graves et dans les extrêmes aigus, ce qui n'est pas le cas ni du violon ni de l'alto. Ce week-end pour le Printemps des Arts s'annonce riche d'événements musicaux à ne pas manquer. Samedi, pour la première fois au Conseil national, un récital de la violoncelliste Camille Thomas, puis à la cathédrale seront donnés un concert d'orgue et 2 cantates de Bach. Enfin, dimanche 12 avril, salle des Princes de Grimaldi Forum, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Miko Franck, donnera un concert Sibelius avec notamment sa 7e symphonie et son concerto pour violon avec un soliste, Alina Pogostkina. D'un concert à la Turbie, on passe au théâtre Princesse Grace avec la pièce Le Cercle des Illusionnistes d'Alexis Michalik qui s'est jouée jeudi. L'histoire se déroule entre le 19e et la fin du 20e siècle avec comme toile de fond de la magie. Les explications de Dominique Poulain. Un foulard rouge est agité devant vos yeux. Il est plongé dans une main. La main s'ouvre. Nominé au Molière l'an dernier, Le Cercle des Illusionnistes est un spectacle sur le thème de la magie à travers l'histoire de Jean-Eugène Robert Houdin, horloger et magicien, et Georges Méliès, le grand inventeur du trucage au cinéma. L'histoire commence dans le métro parisien. Décembre vole un sac. Il appartient à Avril, une jeune fille qu'il trouve jolie et ravissante. Il la rappelle et lui donne rendez-vous dans un café. À sa grande surprise, elle accepte. Avril ? Oui ? Avril ? Oui, c'est moi. Vous êtes plus petite que ce que je pensais. Hein. Ah bon ? Non, enfin, je veux dire, tenez. Merci. J'ai pas beaucoup d'espoir. Ah si. Incroyable, il reste tout. Voilà. Merci. De rien. Et là, elle me dit qu'elle adore la magie. Et moi, la magie, c'est aussi mon truc. Donc, je décide de l'emmener dans un endroit ultra secret, en dessous une banque, et c'est le théâtre de Robert Houdin. La meuf est architecte,
Moi, je suis petit voleur. Elle est sublime. Je ne suis pas forcément le grand beau gosse. Donc ouais, je suis assez surpris. Et c'est d'ailleurs pour ça, il va se faire mener par le bout du nez pendant 1h30 durant ce spectacle, à la fin, pour se retrouver nez à nez avec la femme de sa vie. Donc oui, moi, je suis très surpris tout au long de la pièce. Mise en scène par Alexis Michalik, la pièce saute d'un siècle à l'autre et d'une histoire à l'autre. C'est à la fois drôle, touchant, virevoltant et estomacant. D'après Alexis Michalik, je suis un peu le deus ex machina de cette histoire, car Michalik a un talent particulier, c'est de tricoter les histoires, de les embrouiller, ce qui fait que pendant 10 minutes, le spectateur se dit « mais je vais où là ?» Et puis petit à petit, ça devient clair, lumineux, et mon rôle est d'essayer de clarifier justement, de permettre de suivre à travers les différentes époques, puisque cette pièce démarre quasiment au XVIIe siècle sur les places publiques avec les battleurs, passe ensuite par Robert Houdin qui nous invente la magie moderne, pour aller à Georges Méliès qui a créé les effets spéciaux du cinéma et qui est en fait le père de tout le cinéma contemporain, autant que les Lumières, au même titre que les Lumières. Et en même temps, ça permet à décembre et à avril de parcourir les différents chemins secrets qui mènent de cette magie d'origine jusqu'à la fantastique magie du cinéma actuel. Les croyants l'appellent Dieu, les sceptiques l'appellent coïncidence, les arabes l'appellent Mektoub. Je viens chercher mon traité d'horlogerie. J'arrive. Pour Jean, le destin prit d'abord la forme d'une libraire. Tenez, à demain. Peut-être est-elle fatiguée ou pressée. Et combien vous dois-je? Demain, revenez demain. Ce n'est que lorsqu'il arrive chez lui que Jean se rend compte de l'erreur. Il a entre les mains. Il y a des numéros de magie et les adultes ils sont tout contents, ils s'émerveillent et ils applaudissent. Donc, parce qu'on fait de la magie. On a travaillé aussi avec un magicien qui, pendant 1 mois et demi, qui nous a appris les uns et les autres à faire des tours de magie. Un spectacle déjanté qui a valu à Alexis Michalik le Molière du meilleur metteur en scène d'un spectacle de théâtre privé et à Jeanne Arénès le Molière de la révélation féminine. Avant de se quitter, il est temps de passer à notre invité du week-end. Philippe Rialon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint du tournoi, oui. Un tournoi qui va débuter samedi. Je voudrais que l'on parle, pour commencer, de l'organisation et de toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes de l'ombre qui travaillent ici, que l'on voit courir un peu partout, oui. Dans les escaliers, un peu partout autour du tournoi. Qui sont-ils ? C'est beaucoup de monde, hein, puisque là c'est un peu une fourmilière depuis 2 jours. Pour que tout soit prêt ce soir, pour que demain matin, quand on ouvre les portes au public à 9 h, tout soit finalisé. Donc c'est vraiment une fourmilière. Donc il y a à la base une équipe de 10-12 personnes qui travaillent à l'année pour toute la préparation. Et bien sûr, il y a des renforts qui arrivent au fur et à mesure de la montée en puissance de l'organisation, qui viennent nous seconder pour la partie technique, les parties restauration. On a aussi tous les exposants et les partenaires qui arrivent aussi pour installer tous leurs espaces. Donc c'est vrai que c'est une petite fourmilière qui travaille là depuis 2-3 jours. Combien de personnes à peu près ? C'est difficile, mais disons que sur le tournoi, on a 600 employés temporaires qui sont là pour assurer les fonctions de hôtesse, placeur, gardien de parking, contrôleur, etc. Mais disons que sur ces journées-là, il y a beaucoup plus de monde parce que tout le monde est là pour installer. Donc on doit être entre 2 000 et 3 000 personnes facilement là, sur site. C'est incroyable. Ouais. J'imagine que l'on ne prépare pas un tournoi comme celui-là la veille pour le lendemain. Il doit y avoir un long travail de préparation derrière. Oui. Quand on vient passer une journée ici, on se dit « Ah ben oui, tout est magnifique, tout est très beau », mais disons que c'est un long travail. Et il faut une année. Hein. On pense qu'une année, ça fait beaucoup de temps, mais finalement, des fois, c'est juste le temps qu'il faut pour arriver à tout préparer pour l'année suivante. Alors, on est à quelques heures du début du tournoi. Comment se sent le directeur adjoint? Comment se sentent les personnes qui travaillent au niveau de l'organisation? Il y a une ébullition ou avec le temps, vous êtes calme, serein, ou alors s'il y a un stress? Ébullition, oui. Stress, non, mais il y a beaucoup pas de tension, mais on a beaucoup de sollicitations parce que tous les gens qui viennent s'installer, il faut leur trouver leur badge, il faut leur trouver leur parking, il faut au dernier moment aménager les espaces qui ne sont pas comme ils auraient voulu, etc. Donc il y a beaucoup de petits ajustements à faire de dernière minute. Mais disons les journalistes de Monaco Info qui je ne veux pas le dire. Non, on est là. De toute façon, on est là pour ça. Et bon, on a une équipe qui est très très bien rodée maintenant depuis de nombreuses années. Donc
on sait faire et tant que le ciel est avec nous, tout se passe bien pour tout le monde. Alors justement, quel serait le grain de sable qui pourrait faire dérailler la machine? Qu'est-ce que vous redoutez chaque année? Je pense que le pire ennemi pour un tournoi de tennis en extérieur, comme tous les événements sportifs, c'est la météo. Donc voilà, nous, tant qu'on a un beau temps, avec le cadre qu'offre le Monte Carlo Country Club, tout le monde est heureux. Justement, vous parlez du cadre. On dit souvent que c'est le plus beau tournoi, ou en tout cas un des plus beaux tournois du circuit. C'est peut-être pas très objectif, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est sûr que c'est pas objectif, mais moi je ne peux pas vous contredire. Beaucoup de gens, beaucoup de médias, tous les gens qui viennent ici tous les ans, ils repartent en disant c'est magnifique, vous avez un tournoi magnifique et c'est bien d'avoir un événement comme ça pour la principauté. Alors un tournoi magnifique avec des têtes d'affiche, enfin une affiche incroyable. Encore cette année, les plus grands seront présents. Oui, on a les meilleurs joueurs du monde. Bon, malheureusement, faut rester positif. On va dire qu'on a les 8 sur les 10 meilleurs joueurs du monde, c'est déjà magnifique. Le reste du tableau est aussi de très très haut niveau. Et donc, je pense que tout va très bien se passer. On a la chance d'accueillir encore Roger Federer cette année, Novak qui est résident monégasque, qui est numéro 1 mondial, Rafa qui est le recordman historique de notre tournoi. Donc, tout ça va faire que tout va bien. Oui, il est arrivé ce matin et il était déjà sur le cours cet Wawrinka après-midi. sur le cours, on est en train de les voir. Philippe Rialon, merci d'avoir répondu à nos questions. Sachez bien sûr que comme chaque année, on sera ici avec Monaco Info pour faire vivre au plus près ce Monte Carlo Rolex Master, la 109e édition. On se quitte avec quelque chose qui va vous intéresser puisqu'on en a parlé, la météo. Ah, d'accord. Samedi, le temps sera légèrement moins ensoleillé que les jours précédents, mais agréable quand même. Il fera de 13 à 17 degrés. Dimanche, une belle journée avec du soleil et des températures légèrement supérieures au normal, comptez de 13 à 18 degrés. Lundi, le prolongement de la période de temps sec et beau, il fera de 13 à 19 degrés. Et enfin, mardi, du soleil et quelques nuages, les températures restent agréables, de 14 à 18 degrés. En résumé, un bon début de semaine en tout cas. Tout à fait. Ce journal est terminé. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. À bientôt. Au revoir. Merci.